Se relever après l'inimaginable, retrouver sa dignité, se reconstruire, embrasser son plein potentiel, mais surtout transmettre aux autres toutes les leçons apprises durant nos épreuves. C'est possible, si et seulement si on trouve en nous la force de transformer la douleur en puissance, le chaos en sens, et de considérer les épreuves comme de nouveaux départs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cet autre numéro de Résilience, là où des personnalités et des personnages se livrent sur des blessures qui ont marqué leur vie à jamais. Et ce soir dans Résilience, j'ai l'immense bonheur en tout cas de recevoir une femme que j'admire énormément. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que peu importe ce qui se passe, elle se tient toujours aux côtés des femmes. Elle, c'est la présidente de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. C'est ça, Mégane. Mégane Beau, je suis seule mais peu applaudie. Wow. Comment ça va, ma Ça va chérie? bien, et toi? Ça va super bien. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation et d'être venue dans Résilience. Je t'en prie, je dégage tout mon calendrier pour toi, juste pour toi. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a vraiment très longtemps sur Ouais. notre plateau. C'était il y a 2-3 ans. C'est ça. Quand j'entends ça, il y a des larmes qui montent en fait, il y a l'émotion qui revient. Suspect, chep, train. Là, tu étais venue avec ta casquette de la présidente. Ouais, c'était de chaud. la Hein. Ligue. Je voudrais que tu puisses véritablement te présenter pour ces personnes qui ne te connaissent pas ou peut-être qui te connaissent seulement avec la casquette de président de la Ligue. Alors, je suis Mégane, 30 ans. Je suis née à Djaké, une petite ville dans le sud Comoé. Et j'ai grandi à Dzopé. Je suis passée par Guitry, derrière Divo. J'ai fait mon cursus scolaire, on va dire, à l'intérieur du pays, comme on le dit ici. Et après, j'ai intégré l'université en 2012, où j'ai eu ma licence en linguistique appliquée anglaise. Voilà, plus produit ivoirien. Mais c'est que d'Ivoire, mesdames et Ouais. messieurs. Et après, j'ai participé à plusieurs programmes d'échange aux États-Unis, au Sénégal et au Nigeria. Et après ça, j'ai intégré une agence de presse et maintenant, je suis spécialiste en communication et à mon propre compte. Ça te manque pas le truc carré, la sécurité. Ça me manque souvent lorsque j'ai un peu de breakdown, on va dire. Désolée pour mon franglish tout le temps. J'ai travaillé 4 ans parlant anglais, donc aujourd'hui, j'ai du mal à m'exprimer en français. Ça va aller. Désolée. Si ça va pas, mets un peu de nouchi, ça passe. Ya foi. Aujourd'hui, dans cette émission, je voudrais qu'on puisse te découvrir, toi, la femme. C'est vrai que tu as toujours, tes prises de parole sont toujours avec ta casquette de président de la Ligue ivoirienne et tout ça. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse connaître un tout petit peu l'histoire qui se cache derrière le visage de la présidente. Voilà. Ça va être chaud parce que c'est faire appel à mes souvenirs, Je mes sais. émotions. Je sais. Déjà, merci infiniment d'avoir accepté de raconter ton histoire. Je sais que ça a été un moment un peu difficile, pour toutes les deux d'ailleurs, parce que Ah oui. moi, c'est un sujet qui pour moi est très... C'est compliqué. C'est compliqué, mais il faut en parler pour sensibiliser justement. Est-ce que tu peux me raconter comment tout ça a commencé? On va pas pleurer. Non, on va pas pleurer. Je sais qu'on va pas pleurer. Je pense que j'ai passé ce cap-là parce que j'aime souvent dire que le diable ou bien les esprits méchants, ils aiment bien qu'on cache les secrets noirs. Plus tu caches, plus ça te ronge de l'intérieur. Et moi, le fait d'en parler tout le temps, c'était ma guérison. On ne guérit jamais. On apprend à mieux vivre avec, Oui, je pense. on vit avec. Et je pense que ce souvenir-là a un peu façonné ma façon de me voir en tant que personne. Parce que lorsque j'étais à l'école primaire et avec des filles, tu vois souvent se parler. Ah, moi, je suis vierge et moi, j'avais honte de parler. Honte parce que j'étais plus vierge à cet âge-là. Et si tu me demandais pourquoi je l'étais plus, j'avais du mal à t'expliquer. Parce que je savais ce qui s'était passé. Je savais que quelqu'un avait pris mon innocence. Je savais que je vivais avec cette personne-là dans ma maison, dans la maison de mes parents. Et je me disais, de toute façon, peut-être que c'est mon cerveau qui invente une histoire et que personne ne va me croire, en fait, si je parle. Donc, j'ai gardé ce secret. Alors, cette histoire, elle commence comment? J'ai pas vraiment de souvenir clair. Je pense que mon cerveau, comme le cerveau de plusieurs trucs vivantes, crée une sorte de chambre, mais les souvenirs les ferme, en fait. Donc, j'ai que des bribes, on va dire, de souvenirs. Je me souviens une fois, j'espère que ma maman ne va pas voir cette vidéo, parce que je sais que souvent elle culpabilise de ce qui est arrivé, parce que j'ai cette petite vision de moi qui suis dans la chambre avec cette personne-là, qui est une personne de ma famille, qui a abusé de moi. Et j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois. Et ma mère qui m'appelle, qui est dans la cour en train de piler du foutou, ce qu'elle faisait, ma mère, chaque fois qu'elle pilait du foutou, elle mettait un petit morceau de banane dans de l'eau
que ça soit froid, que je vienne chercher. Donc elle m'appelle, je descends, je prends ce morceau de banane, je mange et je retourne chez mon violeur. Et c'est la seule image que j'ai dans ma tête, mais je ressens au fond de moi que c'est pas la première fois que c'est arrivé. Et j'ai les images en fait, je ne vais pas les décrire, mais j'ai les images, j'ai la sensation de toucher, j'ai tout. Et je me souviens d'un détail qui est revenu quand j'ai grandi, c'est que cette personne avait, je ne sais pas si je dois le dire, mais utilisait sa salive. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal avec le fait de voir des gens peut-être cracher et saliver parce que ça m'a choqué jusqu'à aujourd'hui. Mais il a fallu des années pour que quelque part, quelqu'un ouvre la porte et que j'aille regarder pour me souvenir de tout ça. Je sais que c'est un exercice qui est très compliqué parce que ça te demande d'ouvrir des portes que tu n'as pas spécialement envie d'ouvrir. Ouais. Je sais qu'entre le moment où tu dis « Jessica, j'accepte de venir raconter mon histoire sur ton plateau » et puis ce moment qu'on a, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais il faut que les gens comprennent. Parce que moi, ton témoignage, il est hyper important pour moi. C'est aussi une sensibilisation pour les mamans. Il y a des femmes qui ont vécu des abus, donc qui ont été victimes, c'est le terme, il faut le dire, c'est choquant, mais c'est le terme, qui ont été victimes. Je ne dirais pas qu'ils ont été victimes de viol, parce que pour moi, le mot victime, on n'en veut plus en fait en réalité, mais qui ont été victimes. Et donc, ils font attention. Quand ces femmes-là vont avoir des enfants, elles vont faire attention. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas vécu. Et donc, qui ne prêtent pas véritablement attention à leurs enfants sur ce point de vue-là, en fait. Donc, c'est important que tu racontes un tout petit peu ton histoire pour alerter, en fait, ces mamans, pour leur dire « Faites attention. » D'accord. Cette personne, on ne va pas la nommer, évidemment. C'est un membre de ta famille. C'est quelqu'un qui vivait dans la même famille avec toi. La même maison que moi. La même maison, d'accord. De quoi tu te souviens? Est-ce que tu alors, il y en a qui vont te dire c'était des attouchements. Il y en a qui vont te dire c'était... Ah non, c'était du parce que j'ai l'image. J'ai l'image de cette personne nue. J'ai les images, en fait, dans ma tête. J'ai les images de ce qu'il a fait, comment il l'a fait, de moi qui n'ai pas bougé. C'est ça, en fait, c'est l'image que j'ai d'une petite fille qui n'a pas bougé, qui n'a pas lutté même, en fait. Mais ce n'était pas ma faute, j'avais que 5 ans. J'avais 5 ans. Et imaginez que j'ai dit à ma mère, quand j'avais, je crois, 22 ans, 23 ans, et j'ai gardé ça dans mon cœur longtemps. Et à 5 ans, tu ne sais pas que c'est un vieux. À 5 ans, c'est ton tonton. C'est ton tonton avec qui tu parles tous les jours à la maison, qui est resté avec toi dans la maison jusqu'à ce que tu aies 15 ans. Alors, tu es en train de me dire que ça a duré de 5 ans à tes 15 ans? Non. Ok. Mais je suis restée avec cette personne-là tous les jours. Tous les jours. Tu as vu cette personne tous les jours. Ça a duré combien de temps? Je ne sais pas. C'est ça, en fait, le plus dur. C'est de ne pas savoir, de ne pas avoir des réponses. Mais je sais que ce n'était pas la première fois parce que mon corps me le dit, en fait. Et ça a été dur pour moi parce que lorsque j'ai parlé, la première fois que j'ai parlé du que j'ai vécu, c'était avec toi. Je n'avais jamais dit ça de manière publique. Je l'avais dit à des amis, à 2 ou 3 personnes. Mais la première fois que j'ai parlé de ça au monde entier, c'était avec toi, il y a quelques années. Et revenir encore parler de ça, ça montre un peu le chemin. Si tu remarques, je n'étais pas comme ça la dernière fois que je parlais de ça. Je pense que j'ai beaucoup changé. Et lorsque tu as parlé des mamans et tout, je me disais, il y a un mythe qui court sous les viols. On pense que le viol, ça se produit couramment lorsqu'une personne passe dans une rue non éclairée et quelqu'un saute sur la personne. Non, la majorité des et les statistiques le démontrent, se passe dans le cercle familial ou dans le cercle du voisinage. On connaît presque tous son viol. Parce que souvent, c'est un tonton qu'on aime bien. C'est un tonton qui vient à la maison et la petite fille n'est jamais à l'aise quand le tonton vient. Et nous, en tant que maman, grande soeur ou papa, on dit, mais tu es impoli, va saluer tonton tel. Un tonton qui vient voir votre fille de 5 ans, 6 ans, dit, c'est ma femme. Oh, ma petite femme, ma femme, elle a 5 ans, tu as 40 ans, monsieur. C'est quoi le rapport? Est-ce que tu ressens réellement des souvenirs que tu as? Est-ce que tu ressens un changement entre l'enfant que tu étais avant les 5 ans et après? Qu'est-ce qui avait changé? Comment est-ce que ça t'avait transformé? Ma perception de moi, je pensais que j'étais un déchet, une poubelle. Parce que dans la société actuelle, on idéalise la virginité de la femme, de la fille. Une femme qui n'est pas vierge, c'est un peu une porcherie, peut-être. Et moi, je me voyais comme de la merde. C'est le mot que j'utilise souvent quand je parle de moi. Parce que je me disais, avec ça,
Est-ce que je vais trouver quelqu'un qui va m'aimer, qui va m'épouser, qui va... En fait, c'était ça dans ma tête. Parce que quand mes amis parlaient de ça, ah, moi, je suis vierge, j'avais honte de parler. Je mentais, je disais, ah, moi aussi. Mais dans mon fort intérieur, je savais que je ne l'étais pas. Et j'avais peur du moment où mes parents le découvraient. Et ça, c'est arrivé et c'était brutal, en fait. À quel moment tu te rends compte que ce qui se passe n'est pas normal? C'est quand j'ai commencé à avoir des problèmes gynécologiques. Quand j'ai commencé à avoir des pertes blanches, des maladies en fait, gynécologiques, que ma mère m'envoie voir des sages-femmes qui... Je ne suis pas sûre que ce soit normal et légal de faire ce qu'elles m'ont fait, de faire un attouchement comme ça, sans me dire ce qu'elles allaient faire. Elles m'ont juste touchée et on dit à ma mère, ah ouais, mais tu nous envoies ta fille ici, mais elle n'est plus vieille, sûrement qu'elle voit des garçons, c'est pourquoi elle a toutes ces maladies-là. Une petite fille qui venait avoir des règles, moi j'ai eu mes règles à 12 ans, j'étais toute jeune, je ne comprenais pas. Et c'est là que les portes se sont ouvertes dans ma tête et mon trauma il est revenu. Parce que je savais que j'étais plus vieille. Mais là, devant les sages-femmes, voir la déception dans les yeux de ma maman, je lui explique comment. Je lui dis quoi. J'ai rien pu dire. C'était du genre, c'était un peu... Ma mère ne pouvait pas me poser la question parce que, je ne sais pas, tu vois, dans la communauté, c'est difficile les relations mère-enfant sur la sexualité. Il y a des sujets qui sont tabous. Très tabous. Et moi, j'étais là, c'était comme si il y avait un marteau qui était sur nos têtes, qui est descendu quand je lui ai dit la vérité sur ce que j'avais vécu. Et là, j'avais mal de décevoir ma maman. Donc, tu as 12 ans. Oui. Tu vis cette expérience-là, traumatisante, vraiment. Et j'imagine que là, sur le moment, il n'y a rien qui se passe avec ta maman. Non, il n'y a rien. On n'en parle pas. On rentre, on n'en parle pas. Ok, d'accord. À aucun moment, tu t'es sentie... Pourquoi tu n'en as parlé à personne? Parce que c'est la faute toujours de la personne qui a vu. Je voyais des gens dire, ah, elle est partie là-bas, c'est pourquoi elle a été violée. Si elle est partie ici, et moi, en tant que petite fille qui a grandi dans cet environnement, je ne me sens pas légitime. Ma douleur n'est pas légitime parce que les gens vont me dire que c'est ma faute. Même si j'ai 5 ans, comme j'ai dit, je suis descendue prendre la banane et je suis repartie. Et moi, dans ma tête de petite fille, je me dis, je suis repartie, personne ne m'a forcée en fait. Donc c'est ça un peu ce schéma de culpabilité qui est resté dans ma tête pendant des années. Et j'en ai parlé que lorsque je me suis mariée avec mon ex-mari, avec certaines personnes. Et j'avais même honte de parler parce que je me disais, ils vont dire que j'ai envie de parler de ça pour avoir peut-être de l'attention. J'ai envie de parler de ça parce que les gens me voient comme différente. Non, je me voyais comme de la merde. Et c'est pourquoi lorsque j'ai eu des relations compliquées, je me disais de toute façon, t'es une femme qui a été violée. Prends ce qu'on te donne en fait. Arrête d'être exigeante. Tais-toi et mange ce qu'on te donne. Tu vaux rien. C'était le mot en fait. Tu n'es rien, tu vaux rien parce que tu donnes quoi quand tu vas te marier? Parce qu'on dit souvent que c'est un cadeau, ce que j'aime pas du tout. Parce que lorsqu'on parle comme ça, on oublie que derrière, on est en train de culpabiliser toutes les filles qui n'ont jamais voulu être violées par des gens qu'elles n'aimaient pas. Et même si tu aimes une personne, du moment où il n'y a pas de consentement, c'est du viol. Absolument. Et moi, ça m'a complètement changé mon adolescence, en fait, donc comment est-ce que je me voyais. Alors, donc, tu te voyais vraiment comme étant une personne sans valeur. Sans valeur, c'est le mot, sans valeur. Qui compte pas. Qui compte pas. Et tu vis avec ton bourreau dans la même maison. Oui. Comment ça se passe? Normal, c'est comme s'il n'a jamais rien eu. On n'a jamais parlé de ça, on n'a jamais évoqué le problème, rien. Il n'y avait pas de tension entre vous? Il y avait du tout. Non. De toute façon, je me disais, qui va me croire? Cette personne avait quel âge? Moi, quand j'avais 5 ans, je fais un calcul rapide. Avec mon grand frère, il y a 10 ans, donc cette personne avait 16 ans. Il est un peu plus âgé que mon grand frère. Il avait 16 ans. Très bien. À l'époque. Vous restez ensemble dans cette maison-là. Comment ça te transforme, toi, en tant que personne? C'est vrai, tu ne te vois plus comme quelqu'un qui a de la valeur, peut-être même aucun rêve, pas d'avenir et tout. Mais comment est-ce que tu es? Tu es quel type d'adolescent? Est-ce que tu es rebelle? Est-ce que tu es renfermée sur toi-même? Tu es comment? Je suis une ado normale, je ne suis pas renfermée, je vis ma vie normalement. Je pense que l'impact est venu un peu plus tard dans mes relations amoureuses parce que je choisissais toujours les mauvaises personnes. C'est-à-dire? Je choisissais des personnes comme une sorte de sécurité. Par exemple, avec mon ex-mari, quand je lui ai parlé de mon histoire et qu'il m'acceptait comme telle, je me disais, même si ça n'allait pas, j'ai pas envie d'aller encore raconter mon histoire à une autre personne qui va peut-être ne pas me croire et tout. Donc, je restais parce que
J'avais peur que mon histoire s'ébruite. C'était ça, en fait, le secret, je voulais... Parce qu'une femme... Bon, ça a changé, hein. Avant, c'est horrible, en fait. Je me dis, comment est-ce que les gens allaient regarder mon ex-mari s'ils savaient? En fait, c'est plein de questions qui faisaient que je m'accrochais à des gens qui me faisaient du mal. Et je restais parce que je me dis, c'est ma sécurité. Il ne faut pas que beaucoup de personnes sachent ce que j'ai eu. Je n'ai pas envie que mon histoire s'ébruite. Donc, si ça ne va pas, tu t'assois, c'est le foyer, ça brûle comme on dit. Tu t'assois, tu avales et puis tu restes là, en fait. Et tu as gardé, j'ai envie de dire, ce secret pendant tellement longtemps. Tellement longtemps. Ta mère n'est jamais revenue vers toi pour avoir ces discussions par rapport à ce que la sage-femme avait dit. Ça n'a rien changé à vos rapports. Elle n'est pas devenue peut-être un peu plus sévère et tout ça. Non. Et ton père dans tout ça? Mon père n'a jamais rien su jusqu'à ce qu'il décède. Je pense que si mon père avait su, je ne sais pas, mais il aurait peut-être tué de ses propres mains. Je ne sais pas, mais je connais mon père en fait. Je me dis, ça aurait été terrible. Mais avec le temps, je me dis, peut-être que mon père l'aurait mis juste en prison. Peut-être que mon père saurait changer ma vie de ne pas vivre avec mon vieux en fait. Et là, je n'ai pas de regrets, malheureusement, heureusement. Parce que je me dis, si mon père était là et qu'il apprenait ça, j'étais sa première fille. Il m'aimait beaucoup, mon papa, parce qu'il n'a eu que 2 filles. On lui a dit que son nom allait disparaître. Et j'ai fait une promesse, j'ai dit, aussi longtemps que je vivrai, le nom Beau ne va jamais disparaître. C'est pourquoi la prochaine personne qui va me mettre une bague au doigt, qu'il oublie, quoi. Mon nom, il reste, quoi. On me connaît avec ça. C'est le nom de mon père. Mais mon père ne l'a jamais su. Ouais. À quel moment ça devient trop lourd à porter? Trop lourd à porter quand je rentre, en fait, dans la vie active où je suis en quête de validation parce que je me déteste moi-même, j'aime pas mon corps. J'étais très mince avant et j'aimais pas mon corps, j'aimais pas tout ce qui est autour de moi et je venais de vivre un foyer violent. Je vivais avec mon ex-mari qui a été violent à plusieurs reprises et je passais par une période de divorce assez compliquée où je me retrouvais à même le sol, souvent dans un petit appart à Angers, Star 5 sur le sol à pleurer de la nuit jusqu'au matin. Je rentrais au boulot avec les yeux pleins de larmes, tout gonflés. Quand on me demandait, je montais que c'était une allergie parce que j'avais honte de dire que je passais par là. On me disait, c'est le foyer, il faut prier, il faut jeûner. Combien de jeûnes j'ai pas fait? Quand je disais qu'il me tapait, on me disait que c'est le diable et qu'il fallait prier. Et tout se mettait en boucle, c'est-à-dire que le viol faisait que je ne m'aimais pas. Pendant ce temps, je devais gérer un divorce violent où j'avais mis mon cœur. Et c'est ça, en fait, je me disais, donc j'allais aller recommencer encore. Aller recommencer avec quelqu'un. Lui expliquer pourquoi j'aime pas qu'on me touche quelque part. Lui expliquer pourquoi, quand on me touche par le cou, je saute. Parce que c'est ça, en fait, tu as des réflexes où, pour toi, même la sexualité, c'est un tabou. Pour moi, c'était... Tu me parles de sexualité, c'est comme si j'étais en train de me tuer. Parce que pour moi, je me dis, c'est une arme, en fait, contre moi. À aucun moment, je me voyais comme une femme sensuelle qui pouvait être aimée. Non, je me disais que j'étais personne. Et c'est là que ça a commencé. Je vais dire que mes amis m'ont sauvée. Pourquoi je parle beaucoup de la sororité? Parce que sans mes amis, je serais morte. Morte dans le sens où la dépression m'aurait emportée. Je me souviens encore de mon amie Alexandra. Est-ce qu'on peut avoir des mouchoirs? J'espère qu'elle va voir la vidéo parce que je l'aime d'un amour, on va dire, énorme. Parce que lorsque je passais ces moments-là, Alex venait me chercher chez moi, je dormais chez elle. Elle était enceinte, je dormais contre son ventre, je sentais les premiers coups de la petite. Parce que Alex savait que si elle me laissait à la maison, j'allais peut-être m'ôter la vie. Plusieurs fois, j'alignais les médicaments que je n'ai pas pris. Parce que ma mère, je ne sais pas, les mamans, elles sont extraordinaires en fait. Je ne dis rien à ma mère, mais quand je ne vais pas bien, elle sent que je ne vais pas bien, elle m'appelle. Je sais que ça va, tu veux que je vienne? Et quand elle me dit ça, je regarde les médicaments. Je lui dis, ma mère a déjà perdu son mari, elle perdra sa fille, ça sera horrible en fait pour elle. Donc j'ai tenu bon pour elle. Et parce qu'Alex venait me chercher. Et pendant ce temps, j'essayais de trouver de l'espoir dans la religion et tout. Mais la religion me disait qu'il fallait rester, qu'il fallait prier, qu'il fallait... Et j'étais en colère contre Dieu. J'étais en colère contre la religion. J'étais en colère contre eux tous. Parce que je disais, mais je suis en train de mourir. Mourir, j'ai un mari
qui m'a laissé à Abidjan, qui allait au Canada, qui allait me tromper là-bas, qui me laisse ici toute seule dans une maison que j'ai payée avec mon argent. J'ai pris des avances sur salaire pour contribuer à son billet d'avion, qui me laisse là à Abidjan toute seule. Et on me dit, reste, protège ton foyer, protège ton mariage. Je dis, sorry, bah, fuck that shit. J'ai enlevé cette bague-là, en fait. Je l'ai déposée. J'en avais marre. Je me dis, mais pourquoi on me dit de m'accrocher à ce tas de ferrailles alors que je suis en train de mourir et qu'il n'y a personne pour m'aider, il n'y a personne pour me dire que j'ai de la valeur. Et j'ai un souvenir tellement, je ne sais pas, c'est surnaturel. Un jour, j'étais à même le sol. C'est le même carrelage qu'ici. C'était glacé. Et c'est cette sensation que je garde, en fait. J'étais sous le sol, je pleurais. Et j'ai senti comme si quelqu'un me prenait dans ses bras. Et je suis sûre que c'est Jésus. En fait, j'ai senti, je ne peux pas vous décrire, je ne peux pas te le dire, mais c'était comme si quelqu'un me prenait comme ça. Et me disait, laisse tout tomber, laisse aller. Et je me suis, à un moment, blottie dans ses bras. Je ne sais pas si c'était physique ou dans un autre espace, mais là, c'était comme si quelqu'un me disait, laisse tomber, laisse ce que les gens disent, vis et respire. Et ce jour-là, je suis sortie pour la première fois à un événement, on va dire, public, parce que je ne sortais pas de chez moi. J'étais allée au vernissage de Willy Santana, Tony. Il ne sait pas ce jour-là qui m'a donné une parole, peut-être c'est le Seigneur qui parlait à travers lui. On a pris des photos ensemble et ce jour, il a regardé les photos, il m'a dit, Megan, ton regard est vide. Tu souris, mais ton regard est vide. J'ai cette photo-là, je la garde jusqu'à aujourd'hui parce que chaque fois que j'ai envie de me souvenir d'où je suis partie, je regarde la photo. Et j'ai dit à Tony, merci, parce que tu viens de me faire réaliser que je vis, mais dans le vide, quoi. Le regard, j'étais toute belle, toute maquillée, mais quelqu'un a vu la profondeur de mon âme qui était vide. J'ai dit, enough, enough. Et j'ai recommencé à sortir, à vivre, à dire à mon ex-mari, c'est pas grave, c'est moi maintenant qui demande le divorce. Je paye le divorce avec mes moyens. J'ai été aidée par la sœur d'un ami formidable, Karine Danyogo, que je remercie au passage, qui m'a aidée parce que c'était éprouvant pour moi en tant que jeune fille qui a vécu tout ça, de faire ce divorce à toute seule. J'ai eu le soutien de ma mère qui m'a dit à la fin, en fait, tu es ma seule fille. Si je te perds, j'ai tout perdu. Et ma mère m'a dit, le mariage, c'est pas grave, je t'accompagne. Mon grand frère m'a dit, je jette cette bague-là en fait, on s'en fout. Et toute ma famille s'est réunie autour de moi comme un bouclier, toutes mes amies. J'aurais pas eu tout ça, je serais morte. Tu es restée combien de temps dans ce mariage? J'étais en couple, je crois, 4 ou 5 ans, mais je me suis mariée en 2017 et j'ai commencé la démarche de divorce en 2019-2020. On va dire 2 ans après. 2 ans après. Ça a été rapide, mais Dieu merci. Imaginez, j'avais eu un enfant dedans. Je cherchais à avoir un enfant quand on s'est marié. Je pleurais quand j'avais pas. Je disais, Dieu, tu m'as oublié. Et après, il dit, Dieu, tu as de l'humour parce que tu savais. Tu savais que si moi, Megan, j'avais un enfant, je n'allais pas partir. J'allais rester pour dire, je reste pour mon enfant, j'allais mourir dedans. Donc souvent, les décisions de Dieu, on ne les comprend pas. Souvent, on est en colère contre lui, mais il sait le mieux, ce qui est bon pour nous, ce qui est mieux pour nous. Cette histoire, tu la racontes avec beaucoup d'émotion, hein, forcément, mais elle prend sa source quelque part, comme tu l'as dit, en fait. Ça revient justement à ce truc abominable, en fait, en réalité, que tu as vécu, qui a commencé quand tu avais 5 ans. Ouais. 5 ans, à 5 ans. Ouais. 5 ans. Et qui, forcément, a eu un impact sur tes choix. C'est ce qui t'a poussé à aller dans cette relation toxique. Ouais, abusive. Ouais. Abusive, absolument. Parce que tu as pu te confier, parce qu'on a pu t'accepter, selon toi, tel que tu étais, avec ton fardeau, avec ce truc en moins qui faisait de toi une moitié de personne, finalement. C'est ça. Une personne sans valeur. Très bien. Je pense que quand on vit ce genre de choses, quand on est une femme surtout, le moment le plus important de notre vie, c'est quand on le dit à nos parents. À quel moment tu as senti le besoin d'en parler à ta maman? C'est, je crois, deux ans après l'émission que j'ai eue avec toi. En fait, j'avais peur qu'elle le découvre sur Internet par une autre personne que moi. Je t'avoue que sur cette émission-là, aujourd'hui, tu me dis que c'est la première fois que tu en parlais comme ça publiquement. Je suis surprise parce que quand tu me l'as annoncé, moi, je sais. Parce que je sais. Je sais que parfois, on se met comme ça à une barrière, un mur. Mais tu l'as dit avec tellement de détachement. Je suis vraiment surprise de savoir qu'au moment où tu disais ça, ta mère n'était même pas au courant. Non, elle n'était pas au courant.
Okay. Et je pense que j'ai eu un petit moment personnel avec le Seigneur, dans la spiritualité. Et je me suis dit, c'est le moment. C'est le moment parce que j'ai envie de laisser tout tomber. Je passais d'une nouvelle année, je me souviens maintenant. Je voulais passer avec un nouvel esprit frais et tout. Et je me disais que je me le devais à moi-même, en fait, pour pouvoir avancer. Et j'adore ma mère. Tout le monde sait que je l'aime d'un amour incommensurable. Et je me suis dit, mais Megan, tu passes dans cette nouvelle année-là, tu as encore des choses que tu gardes. Et là, tu avais quel âge? J'avais quoi, 23 ans, j'étais vieille, hein, 23 ans, 25 ans. Là. Dit-elle. 23 ans, 25 ans, j'étais vieille, j'adore. Mais avant, je me souviens que j'avais appelé un de mes responsables à l'église et je lui avais dit, c'est comme si quelque chose me dit que c'est le moment de dire à ma mère. Et j'ai prié avant. Je dis, Seigneur, je ne sais pas, les mots qui vont sortir, tu penses, parce que c'est ma mère, je n'ai pas envie de la blesser. Et ma mère m'a surprise. Attends, mais déjà, non, déjà, oui. Ça c'est vraiment important. Qu'est-ce que tu lui dis en premier? Quels sont les mots que tu utilises? Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, cette émission, c'est aussi une sensibilisation. Il y a peut-être des filles qui ont vécu ça, qui ne trouvent pas la force d'en parler à leurs parents. Comment tu l'as fait, toi? Mais moi, j'ai pu parler à ma mère parce qu'il y avait une relation. Il y avait ce côté, je l'appelle ma chérie Claire. Il y avait quelque chose, parce que quand mon père il est parti, mon seul parent, c'est ma mère. Donc, j'ai créé une relation. Et souvent, ce qui fait que les filles ne parlent pas, c'est parce que les mamans sont là, les enfants sont là. C'est pas possible, en fait, dans ce monde-là, d'éduquer des filles et ne pas être présente à chaque étape de leur vie, de les considérer comme, on va dire, des femmes déjà mûres et de les mettre de côté. Moi, ma mère, j'ai pu lui dire parce qu'elle m'a fait comprendre que je peux lui faire confiance. Et qu'elle est là pour toi. Et qu'elle est là pour moi. Je me suis assise, je lui dis, je vais te dire quelque chose. Elle me dit, ok. Je lui ai dit, bah, tu m'écoutes. Voilà. Il y a 5 ans, telle personne que tu connais a fait ça, m'a vu. C'est pourquoi tu as pu voir dans mon comportement certaines choses. J'avais honte de le dire et tout. Ma mère n'a pas dit un mot. Elle s'est assise, elle m'a dit, merci. Elle a pris son téléphone, elle a appelé la personne devant moi. Elle lui a dit, allô? Je t'ai élevé comme un fils. Tu as fait ça à ma fille. Elle vient de me dire, merci, que Dieu te bénisse. Et elle a coupé. Elle m'a dit, faut me bloquer ce numéro-là, devant moi. Je te jure que mes épaules sont devenues légères. Ma mère n'a rien dit. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Mais tu sentais de l'amour dans la pièce. Elle ne m'a même pas prise dans ses bras. Mais je sentais que ma mère était là pour moi. Parce qu'on n'a pas été élevés comme ça, à prendre nos filles dans les bras, à leur dire je t'aime et tout. Mais ma mère m'a regardée. Tu sentais de l'amour. Et je lui ai dit, ne t'en veux pas. C'était pas ta faute. C'était lui qui était le plus âgé. Tu n'as rien fait que d'héberger quelqu'un que tu as élevé comme ton fils. Il te l'a rendu de la mauvaise manière. C'est pas ta faute. Et moi, je suis passée à autre chose. Mais c'était la semaine la plus difficile. Parce que le gars en question, il a riposté derrière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a appelé. J'étais au bureau. Je te jure, j'étais avec mes collègues de l'époque. Je tremblais. Je tremblais jusqu'à j'ai appelé ma patronne au téléphone pour lui dire, voilà ce qui se passe. Elle me dit, Megan, calme-toi. Mais qu'est-ce qu'il te disait au téléphone? Il me disait que j'étais une menteuse. C'était ça le truc. Il me dit, tu mens, j'aurais jamais pu faire ça. Et tu avais ça, tu te souviens même pas. Et tout, et ta maman vient de m'appeler et tout. Et le doute a commencé à rentrer dans mon cœur. Je suis rentrée dans les toilettes, je pleurais. J'ai appelé ma boss de l'époque, Héloïne Barry, qui était super. Elle m'a dit, calme-toi. Puisque j'étais obligée de dire finalement à ma boss, en fait. Elle me dit, calme-toi, il veut juste te mettre du doute dans la tête. Réfléchis. Et je me suis assise, je me dis, Megan, est-ce que tu te rappelles de tes... Je me rappelle de l'odeur de la salive. Je me rappelle, je dis, j'ai pas pu inventer ça. Et c'est vrai. Parce qu'à part ça, les sages-femmes, et tout était là. J'ai dit, non, Megan, tu n'es pas folle. Et les maladies que tu avais, les infections? Oui, mais après, j'ai eu plein de petites maladies. J'avais des règles douloureuses horribles et tout. En fait, mon corps me disait, mais c'est pas possible, tu mens pas. Et là, je me suis dit, tu souffres, tu décroches et tu lui dis de ne plus t'appeler. J'ai dit, bah, je me rappelle très pour très de ce que tu as fait. Je ne suis pas une menteuse. Ne m'appelle plus. Et j'ai coupé, j'ai bloqué le numéro. Mais ça ne va pas arrêter. Il a riposté encore sur Messenger. Il m'a envoyé des messages. Et ce jour-là, pour la première fois, j'ai pris mon téléphone. J'étais avec mon chéri. On était en France, je crois, dans le train. Je me souviens parce que ça m'a tétanisée. Puisque lorsque moi, j'ai des chocs comme ça, je suis tétanisée, je fais ça, je ne parle plus.
J'étais tétanisée, il me demande qu'est-ce qui ne va pas. Je dis, mon violeur m'a contacté et m'a encore dit que je suis une menteuse. J'ai pris mon téléphone et j'ai écrit. J'ai dit son nom parce qu'avant, je ne disais même pas son nom. Je dis, bonjour, tel. Tu viens encore m'écrire par rapport à ça. Voici ce qui s'est passé. Et j'ai décrit la scène. Wow. Je lui ai dit, je me souviens que je suis partie dans la cuisine. On était à Boussiancro, à Diaké. J'ai dit tous les détails pour lui dire que je me souvenais de tout. Et de ne plus m'appeler parce que dans mon cœur, je sais qui est. Et qu'aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans, il y a jurisprudence, on ne peut pas t'arrêter. Mais si tu m'appelles encore, tu me menaces, parce qu'il me menaçait en fait. Tu me menaces encore, je vais porter plainte. C'était quoi comme... C'est du genre, si tu continues de dire, je vais venir, je vais dire que tu es une menteuse, des choses, en fait, pour me faire peur, en fait. Quand j'ai fini ça, j'ai bloqué. Je pensais que c'était fini. En fait, c'est ça avec les violents. C'est-à-dire qu'ils sont tellement sûrs que ce qu'ils ont fait est tellement bien. Et ils ont continué parce que, voyant le personnage, je sais que les petites filles de mon quartier, c'était sûr qu'elles sont dans la casserole. Wow. Il a continué. Et la dernière fois, j'ai écrit à mes amis, j'ai dit au cri désiré, j'ai transporté mon dans ma voiture. Si, on était à un événement. Et je ne savais pas qui il allait être là. Il était avec d'autres personnes. On m'a dit, va chercher ces personnes-là au carrefour. Donc je prends la voiture, je suis avec monsieur, on arrive au carrefour. Je freine, j'attrape le volant. Je dis non, pas lui. Il me demande qui. Je n'ai pas répondu, je l'assure en même temps. Parce que le gars, je l'ai regardé une seule fois dans la voiture. Je conduisais, je n'ai pas parlé jusqu'à ce que je les dépose. Pendant tout l'événement, c'était un événement familial. Je n'ai pas envie de le dire parce que les gens vont le reconnaître si je dis. Mais je n'ai pas adressé la parole au groupe auquel il appartenait. Pourtant, je les aimais bien. Mais je n'ai pas adressé la parole à aucun autre. Et après, j'ai écrit, j'ai transporté mon yeux. C'est-à-dire qu'après des années, malgré tout ce que je t'ai dit, où je suis contente parce que je lui ai répondu, on ne guérit jamais. Je lui ai dit, il me viole, c'est moi qui le transporte. En fait, je ne suis pas guérie. Mais après, est-ce qu'on guérit? Je crois qu'on guérit jamais. On apprend à peut-être mieux vivre avec. Mais la difficulté dans ton cas, c'est que c'est un membre de la famille, en fait. Donc c'est quelqu'un que tu vas voir, que tu vas devoir rencontrer, que tu vas devoir croiser et tout. Ouais. Et c'est difficile. À des anniversaires. En fait, je vais le voir et c'est difficile. C'est difficile parce que j'étais trop fière de moi, Jessica. Je te disais, ah mais j'ai franchi un autre pas et tout. Mais je reste toujours la petite fille qui a peur parce que ils ne pouvaient rien me faire en fait. Parce que si on dit ZZ là, ils ne pouvaient rien me faire. Je pouvais riposter avec ma bouche, mais j'étais muette. Oh. Muette parce qu'ils me tétanisaient par l'histoire qu'on a eue. Et il sait, je sais. Il ne m'a pas dit un mot jusqu'à ce que l'événement finisse, Jessica. Mais chaque fois qu'il était là, j'étais à 10 km, je poussais. Et j'ai un homme merveilleux à côté de moi qui a compris qu'il se mettait au milieu pour ne pas que je le voie. Parce que le simple fait de le voir, forcément, ça me tétanisait. Et ma mère ne s'est même pas rendue compte en fait de ça. Parce que c'était un événement malheureux. En fait, on avait perdu quelqu'un dans la famille. Donc ma mère était au four au moulin. Mais après, elle s'est rendue compte qu'en fait, il était là en fait. Et je comprends pourquoi tu ne t'es pas approché des gens que tu aimais avant. Je dis, mais je ne peux pas m'approcher parce que c'était comme si je trahissais une partie de moi en fait. Forcément. Et c'est comme si tu lui disais en quoi à lui, c'est pas grave. C'est ça, exactement. C'est pas grave, c'est bon, c'est pas grave. Mais la guérison se fait un peu comme on dit ici. Mais je suis fière de moi parce que je n'ai pas vraiment craqué, je n'ai pas pleuré sur le champ. J'ai juste dit à mes amis, cette phrase-là, j'ai transporté mon viol. Je pense que je vais écrire dessus, mais c'était ça en fait, j'ai transporté mon viol. Et je pense que on n'est pas nombreux à avoir fait ça. Ah non, ça, mais ça change en fait. C'est très compliqué. Moi, j'ai vraiment envie qu'on parle des conséquences directes. C'est-à-dire, là tout à l'heure, tu expliquais que on ne peut pas te toucher. Ah non, en tout cas. Oui. C'est quoi les conséquences sur toi? Les conséquences sur moi, c'est ma vision de moi-même en tant que femme. Et comment est-ce que ça détruit ma sexualité. Parce que j'ai jamais vraiment eu de plaisir en fait dans toutes mes relations. Parce que pour moi, la sexualité, pour moi, c'était plutôt un châtiment. Parce que c'est ce qu'on a utilisé pour me faire du mal en fait. Donc je voyais rien de bien dedans en fait. Pour moi, c'était me forcer à faire des choses. Et c'est
on va dire alléluia au féminisme, j'ai commencé à me découvrir, à aimer mon corps, à aimer les petites choses, mes vertus, à me regarder dans le miroir. Jusqu'à un moment, le monsieur me dit, mais ça va? Il me dit, mais tu déjà. Chaque matin, je me regardais et dis, mais gagne, tu déjà. Parce que je ne m'aimais pas. Parce que, en fait, quand tu nourris cette mauvaise image de toi, là, après, avec le foyer violent, moi, mon ex-mari me disait souvent, ah non, il ne faut pas te maquiller, ça va comme ça. Alors que je sentais que je n'étais pas bien. Il me disait, il ne me valorisait pas. Et moi aussi, je portais des habits. Et moi, même quand je regardais mes photos avant, vraiment, je faisais pitié. Je ne faisais même pas d'efforts sur moi. Parce que quelqu'un ne me disait pas que j'étais belle. Mais pourquoi c'est quelqu'un qui va me dire que je suis belle avant que je réalise? Il a fallu que moi-même, je prenne les devants. Ça, c'est, on va dire, le volet psychologique, mais j'avais du mal à faire confiance aux hommes et aux gens. Parce que je me disais, c'est peut-être un potentiel. Et c'est ça le problème. Et on va dire, physiquement, sur les maladies que j'ai eues, jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu d'enfant biologique. Je ne sais pas si c'est lié, mais dans un petit bout de ma tête, chaque fois que je m'assois et que je regarde mes tests de grossesse négatifs, je fonds en larmes, je me dis, Seigneur, j'espère que ce n'est pas lié. J'espère que ce n'est pas lié. Parce que je vais m'en vouloir. Je ne sais pas, ce n'est pas normal de le dire, mais j'ai tellement peur. Je me dis, c'est une histoire que je n'ai pas voulu. C'est ce qui m'empêche d'avoir des enfants aujourd'hui. Amine, ça va me faire très mal. Et les gens ne se rendent pas compte des mots qu'ils disent. Une fois, j'étais à Dakar, j'avais une robe bleue et j'ai des problèmes de lactose, de gluten, j'avais mangé, donc j'étais un peu gonflée, ballonnée. J'ai posté la photo et tu vois les gens en commentaire. Félicitations, tu ne nous dis pas et tout. Ils ne savent pas qu'ils m'ont fait pleurer pendant 1 heure. Parce que je regardais ce ventre et il n'y a rien dans ce ventre-là. Il n'y a que de l'air, du gluten. C'est-à-dire que vous scrutez mon ventre, vous scrutez mes faits et gestes, vous ne connaissez pas mon histoire. Vous ne savez pas que chaque fois que j'ai un retard, je m'assois, je regarde mon test de grossesse, je chiale parce que je me dis, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, est-ce que ce que j'ai vécu va m'empêcher d'être une mère biologique? J'insiste une mère biologique parce que j'ai un bébé que j'aime de toute mon âme qui est avec moi, qui est magnifique, qui a 3 ans et demi. Mais cette histoire-là, ça veut dire que tant que je n'aurai pas d'enfant, ça va me miner quelque part parce que j'aurai peur en fait des conséquences que ce viol-là peut avoir sur mon appareil génital. Parce que imaginez un enfant de 5 ans et un adolescent de 16 ans, 17 ans, franchement, il n'y a pas de photo à faire, on imagine un peu. Et c'est ma plus grosse peur. Je vais te dire, il y a beaucoup de personnes qui savent pas, mais chaque fois que vous voyez mon ventre qui est gonflé, je leur ai dit, moi, je ne passe pas à 4 chemins pour vous dire des choses. Donc le jour où je suis enceinte, je vais vous dire que je suis enceinte. Du moment où je ne vous ai pas dit, laissez mon ventre comme ça, parce que chaque fois que vous réveillez des blessures, vous me rappelez tous mes tests de grossesse que j'ai jetés en fait. Donc pitié, don't judge someone you don't know when you don't know his story. En fait, Of course. C'est ça. Ce qui est triste, en fait, c'est que ça a commencé, tu avais 5 ans. Aujourd'hui, tu en as 30. C'est pas parti. On n'en guérit pas. Et tu continues, en fait, de te battre. Ouais. Tu continues de te battre contre ça, Ouais. contre cette histoire que tu n'as pas demandée, Ouais. qui est aujourd'hui devenue c'est une partie de toi. C'est aussi toi. C'est moi. Je pense que si tu arrives à faire toutes ces choses-là, c'est aussi parce que tu as vécu ça. Ouais. À quel moment, sinon, à quel point le féminisme a été, je ne sais pas, libérateur quelque part? Ça a été ma délivrance et la lumière, on va dire, avec le féminisme. Parce que pour moi, mon féminisme à moi se base avant tout sur la sororité. Je vais entendre ce mot, je le dis tout le temps. Mes sœurs m'ont sauvée. J'ai eu une relation particulière avec ces amis-là qui m'ont portée, qui m'ont dit que c'était pas ma faute, qui m'ont aidée, qui me disent, mais Megan, il faut que tu ailles voir un psy. Je suis allée voir un psy, j'en ai même vu 2, parce que ça ouvrait des plaies en fait. Sur quelle période? Sur 1 an, sur 1 mois, sur 2? Je sais pas, sur 1 an. Ouais. J'ai arrêté, mais souvent je repars, parce que pour moi, c'était affronter mes démons. C'est ça. Parce qu'en fait, les psys, ils ont une technique, c'est incroyable. Ils t'écoutent, et puis un matin, ils te posent une question qui ouvre toutes les portes. Et si tu n'es pas prête, tu ne peux pas l'ouvrir. C'est dur, parce que dehors, je suis la personne, on va dire leader, mais... Aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à une jeune fille qui a vécu ça?
Vous êtes plus petite, peut-être plus âgée. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment est-ce qu'elle doit faire pour mieux vivre avec ça, si on peut, en tout cas, à s'accepter, à accepter justement cette épreuve comme une partie de sa vie, en fait? Déjà, permets-moi de revenir un peu sur les conséquences. Bien sûr. Moi, j'ai parlé pour moi, mais pour d'autres personnes, c'est des infections. Il y a le papillomavirus, un des virus qui cause le cancer du col de l'utérus, qui peut se transmettre aussi par voie sexuelle. Il y a les hépatites. Il y a des femmes qui peuvent avoir du mal à concevoir après. Il y a le VIH. Il y a le VIH, parce que lorsque, si le il est assez brutal, il peut avoir des déchirements. Après, il y a le périnée. En fait, souvent, on ne se rend pas compte de tout ce qui est derrière, ce que ça implique physiquement. Et moi, en tant que survivante à une autre femme, notre fille qui a vécu cela, la première chose, moi, qui m'a réconfortée, c'est qu'on me dise que ce n'est pas ma faute. Tu as dit oui pour entrer dans la chambre du gars. Tu t'es assis sur le lit. Tu n'as pas dit oui pour qu'on te viole. En fait, souvent, la question entre le consentement, ce qui devrait être, et ce que les gens pensent que tu as dit, un corps ne peut pas dire oui. Que non, de la manière elle a fait là, elle a dit oui. Et elle a tenu, elle a porté. Excusez-moi, en Arabie Saoudite, les femmes sont voilées de haut en bas, en burqa même, en burkini, burqa. Elles sont. Il n'y a même pas besoin d'arriver là-bas, tu avais 5 ans, quoi. Oui, mais les bébés, je disais souvent, on dit la tenue, bon, moi, c'est quoi que je portais qui était sexy peut-être? Tu avais 5 ans. En fait, il n'y a pas d'excuse. Donc pour moi déjà, c'est pas ta faute. C'est la faute à ton vieux. Et quand tu dénonces là, c'est pas toi qui est la cause de son malheur. J'ai ma copine au CRI qui dit, on ne détruit pas la vie d'un vieux en dénonçant. Il a lui-même détruite en accomplissant son forfait. Et c'est ça, en fait, qu'il faut retenir. Ne pas parler, ça tue et ça envoie des idées noires et suicidaires. Je sais que c'est difficile de dire « Ah, mais il faut en parler ». Non, il faut trouver la bonne personne à qui en parler. C'est pourquoi la Ligue, on a un département qui se charge de cet accompagnement psychologique, juridique pour les personnes survivantes de viol ou de violence. Nous, on ne te juge pas. Il y a des femmes qui viennent juste chez nous, même au bureau, elles s'asseyent toute la journée. Ça leur fait du bien d'avoir des gens à qui parler. Donc déjà, ce n'est pas ta faute. Et tu n'es pas n'importe quoi. Tu n'es pas une décharge. Ça fait partie de toi, mais tu n'es pas le vieux, en fait. Tu es une personne qui a vécu quelque chose. Tu es encore en vie, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour te reconstruire. Et il ne faudrait pas que ces pensées qui te disent que tu n'es personne soient celles qui déterminent comment est-ce que tu te présentes dans la vie, en fait. C'est-à-dire que tu es froid, tu as peur de tout. Non. Et c'est ce que le vieux veut, en fait. C'est-à-dire te mettre dans un petit coin, toute seule, t'éloigner jusqu'à ce que tu meurs. Parce que c'est la vérité, en fait. La finalité de tout ce mal-être, c'est que tu te tues un matin, tu prends des médicaments, tu te dis, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, et que tu meurs et que tu disparaîtes. Alors que je sais que les personnes qui ont vécu ça ont une destinée extraordinaire. Je ne me jette pas des fleurs, mais je sais que souvent, quand tu as une destinée extraordinaire, il y a des choses aussi qui viennent, en fait, pour te challenger. Donc pour moi, déjà, ce n'est pas ta faute. Tu n'es pas sale, tu as de la valeur. J'ai aujourd'hui cette assurance-là. Quand je parle sur les survivantes, je le dis, ce n'est pas parce que je suis présidente de la Ligue que je te parle. Je te parle en tant que survivante. Parce que je l'ai vécu, je suis passée par là. Et souvent, tu vois, il y a un masque qui tombe. Elles se disent, mais elle a vécu ça, regarde comment elle parle aujourd'hui, c'est que je peux. C'est pourquoi c'est important de montrer de l'exemple. C'est dur, c'est pas tout le monde qui va être comme moi. C'est clair. Tout le monde ne sera pas comme moi, voilà, à grande gueule pour parler de ça. Parce qu'il y a d'autres, c'était sous des menaces, avec des couteaux, avec des... Les histoires sont différentes. Mais ce que je peux dire à cette personne-là, c'est que dans le monde, il y a plein de personnes qui ont eu mon histoire, qui se sont relevées, qui ont compté sur des personnes. Et si tu regardes autour de toi, il n'y a personne. Moi, je suis là. La Ligue est là. Des sœurs qui ne vont pas te juger, qui vont t'accompagner. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais un jour, tu pourras parler comme ça, librement, parce que tu te seras un peu détaché. Et merci à Dieu qui a créé l'oubli, parce que ça vient souvent penser les plaies. Mais moi, j'utilise, parce que c'est pour passer, j'utilise mon histoire comme moteur, comme essence en fait. Chaque fois que je vois des cas de gens, je me dis, je ne veux pas que ça arrive dans mon entourage, je ne veux pas que ma fille... Je deviens presque parano, je deviens presque parano. Ma petite, j'imagine. Elle a 3 ans et demi, elle sait qu'on ne touche pas ici, ici, ici. Je lui dis, c'est quoi le consentement écrit, les vieux en prison. C'est moi qui lui ai appris ça, mais je suis obligée. Parce que chaque jour, je vois des atrocités dans mon travail. Je me dis, comment est-ce que je peux protéger mon enfant? Et pour moi, même quand je parle, ce n'est pas comme maman. Je parle aussi au papa.
Oui. Vous voyez souvent vos amis qui viennent à la maison ou bien vos voisins qui viennent et puis quand ils arrivent, la petite fille est court ou même ton petit garçon. On a des cas où il y a des petits garçons qui sont et comme on dit dans cette société, que les garçons ne doivent pas montrer leurs émotions, les garçons ne pleurent pas. Il y a plein de petits garçons qui ont été vus par des tontons, par des nounous qui sont là et qui ne parleront pas. Parce qu'on leur a dit que garçon ne montre pas ses émotions, garçon ne pleure pas. Et donc les papas aussi doivent regarder en fait. En tant que parents, on doit être des sentinelles, regarder les réactions. C'est vrai que oui, même les garçons sont aussi exposés en fait à ça. Mais en fait, le viol est une question de crime. C'est-à-dire que quelqu'un regarde un enfant, une personne et décide de contrôler son corps. C'est ça en fait. C'est-à-dire que quelqu'un décide que ton corps là, il ne t'appartient pas, il m'appartient à moi, je fais ce que je veux. C'est pourquoi je demande souvent aux papas, aux tontons, même aux tantis, d'être assez regardants sur comment est-ce que les enfants se comportent en présence d'autres adultes. Si tu vois que petite Grasso, quand elle voit tonton Conan, elle commence à courir tous les jours, Grasso n'est pas folle. C'est parce qu'elle a vu quelque chose, elle a des réactions qui font qu'elle fuit. Même ton petit garçon, pourquoi même un adulte de 45 ans va prendre une petite fille, le mettre sur ses jambes tout le temps? Et je disais que moi, j'ai compris que j'avais été agressée plusieurs fois. Parce que quand j'étais petite, il y avait des tontons souvent qui venaient, qui me mettaient sur les jambes et qui me caressaient la poitrine. Mais enfant, bah, tu as 7 ans, tu as 8 ans, tu te dis, c'est pas grave. Mais c'est pas normal. Et il y a un... Et tu vois souvent les souvenirs qui reviennent. J'ai montré un photographe dans ma ville natale qui me prenait en photo depuis que j'étais petite. C'est-à-dire qu'il m'a vu quand j'avais 1 mois, 2 mois, 3 mois. Une fois, je suis allée prendre des photos de Noël et je voulais me changer en tenue traditionnelle. C'est le tonton là qui m'a changé. Mais quand il m'a changé là, ses mains se sont promenées partout. Même je n'ai pas pu dire. Depuis ce jour, je suis sortie de son studio photo, je ne suis jamais rentrée. La dernière fois, je suis passée, je l'ai vu, je l'ai regardé, puis j'ai dit à mes camarades, voici mon Imagine la même nuit, là, combien de petites filles qui ont fait la même tenue que moi, où ses mains sont rentrées en fait. Donc vous voyez, ce sont des réactions avec des gens qu'on connaît. Donc quand un enfant te dit quelque chose, tu mens, s'il vous plaît. C'est comme ça que ça commence en fait. Oh, l'enfant parle trop. Je préfère un enfant qui parle trop qu'un enfant qui parle plus. Parce qu'un enfant qui parle trop, à qui on dit tu mens, tu nous fatigues, quand il va comme ça se taire, tous les tontons, les prédateurs vont trouver que c'est la proie idéale et facile. Donc c'est important de regarder autour de nous, on m'a dit de déceler les signes en fait, de ne pas forcer les enfants, de demander à Nina, est-ce que quelqu'un a touché ici? Posez les questions. Est-ce que quelqu'un a touché ici? On ne touche pas ici, on ne touche pas là, on ne touche pas là. On doit être parano, mais c'est malgré nous en fait. Bah, quand tu vois la société dans laquelle on vit, bah, je pense qu'on n'a pas d'autre choix. Merci beaucoup. Merci Mégane. Merci. J'ai beaucoup de reconnaissance aussi parce que, comme j'ai dit dernièrement, quand on m'invite sur les plateaux, c'est pour parler de mon parcours professionnel. Il y a longtemps que je n'avais pas parlé de toutes ces émotions-là, je ne m'étais pas prêtée à ce jeu-là. Merci parce que ça permet aussi de pointer du doigt mes traumas aussi, où est-ce que j'en suis avec ma vie. Mais je suis déjà fière de moi d'avoir pu parler de ça, d'avoir pu partager ça avec toi encore. C'est le destin qui nous réunit encore. Visiblement. Et encore merci pour la confiance. Et j'ai aussi eu confiance en toi pour parler de ça, pour me livrer. Et voilà, et puis je te souhaite tout le bonheur du monde pour ce projet, pour ce beau projet qu'est Résilience. Et puis, merci beaucoup. On s'attrape sur la 2. Bah oui, on s'attrape sur la 2, ouais. Bah, en tout cas, cette émission, c'était véritablement pour que Mégane partage son histoire, pour sensibiliser aussi, parce que je sais qu'il y a énormément de femmes dans ces cas-là. Mais quand on a vécu ça, on ne veut pas que ça arrive à d'autres personnes, en fait. Donc, c'est pour vraiment éviter à notre petite sœur, à nos enfants, de vivre la même chose. Donc, j'espère vraiment de tout cœur que quand vous allez tomber sur cette émission, vous allez la partager à une autre femme, à un autre parent, en fait, tout court, pour qu'il puisse faire attention à son enfant. Les blessures qu'on a lorsqu'on est enfant, les blessures du passé, ce sont des fardeaux qui sont tellement lourds à porter et qui sont très souvent des briseurs de destinée, vraiment. Donc voilà, Mégane, dans son cas, elle s'est battue. Tu as consulté aussi, tu nous as donné des pistes de solutions. Aujourd'hui, tu es en couple avec un homme. Visiblement, quand tu en parles, tu as le smile. Ça veut dire que... Je suis une bonne baouleuse. Moi, j'ai accompli ma destinée. J'ai pris un blanc. Oui. Voilà. Jusqu'au bout. Et tu as une fille magnifique, c'est ta fille adoptive. Oui, mon bébé. On parlera peut-être une autre fois de ce pan-là parce que c'est pas simple non plus. Non. Mais tu l'as fait et tu as
vraiment la force de l'assumer, de le reconnaître. Et ça, franchement, chapeau. Bien bas le chapeau. Merci. Moi, je suis contente. Tu continues toujours avec la Ligue. Oui. En tout cas, si vous cherchez une oreille attentive, du soutien, quel qu'il soit, vous pouvez vous tourner vers la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà, c'est une association vraiment que je suis. Et je suis très fière qu'il y ait des femmes comme ça, en tout cas, qui puissent se mettre aux côtés d'autres femmes. C'est important. Mégane, tu as quelque chose d'autre à dire ou on est bon? Oui. Déjà, une survivante de violence, je n'ai pas n'importe quoi. Je suis une personne avec beaucoup de valeurs. Je crois en toi. Regarde ce que je suis devenue aujourd'hui. Je pense que tu peux faire pareil et même plus. Et mon dernier message à l'endroit des parents, c'est de pouvoir détecter les signes, de pouvoir poser des questions à leurs enfants, leur apprendre la base qui est le consentement, leur dire qu'il y a des parties de leur corps qui leur appartiennent. Et si vous êtes devant, vous êtes témoin d'un cas de dénoncez. C'est important de jouer votre rôle de citoyen, de citoyenne en dénonçant. Et vous pouvez aussi approcher la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Nous sommes disponibles au 07 07 36 61 64, 07 07 36 61 64. Résilience, c'est fini. On se retrouve très vite pour un autre numéro. Voilà. À bientôt. Ben ouais.